Sciences et société, c'est un intérêt pour les rapports qui peuvent exister entre la production de nouveaux objets, de nouveaux concepts, dans les laboratoires notamment, et le devenir de la société. Donc c'est un intérêt sur une relation. En même temps, ce «et», c'est un peu une coupure. Il y en a d'autres qui sont plutôt sur le terme de science dans la société. Mais il y a cette idée que la science, elle, est une partie de la société. Il n'y a pas d'un côté la société, de l'autre la science, et puis on compterait les points dans les interactions entre les deux. Mais on considère dès le départ que dès les imaginaires, hein, qui sont essentiels à la créativité scientifique, il y a des visions du monde, il y a des idéologies, il y a des préférences culturelles, il y a des hypothèses implicites sur le fonctionnement du monde qui orientent dès le départ l'activité scientifique. Donc vous voyez qu'entre sciences et société et sciences dans la société, il peut déjà y avoir un débat. Alors dans les relations sciences et société, il y a eu beaucoup de basculements ces dernières années ou ces dernières décennies, bien que tout ne soit pas nouveau et que si on regarde les choses d'une façon plus longue, on s'aperçoit que dès le début du 19e siècle, il y a des controverses énormes sur des questions de risque industriel, que toutes ces questions ne sont absolument pas nouvelles aujourd'hui. Mais malgré tout, on pourrait dire qu'il y a trois grandes tendances. La première, c'est qu'on passe d'une science qui était largement pilotée par l'État dans les années d'après-guerre. Un État qui a organisé la production scientifique pour aussi des objectifs militaires, stratégiques, géopolitiques, et que depuis les 20, 30, 40 dernières années, on passe d'une science poussée par l'État à une science tirée plutôt par des logiques de marché, à travers des nouveaux dispositifs de propriété intellectuelle sur le savoir, sur le vivant, à travers le brevet. Deuxième type d'évolution, c'est la montée des questions, des controverses autour des effets secondaires du progrès, les risques, les crises environnementales, etc. Même si c'est pas si nouveau que ça, comme je vous le disais. Et un troisième élément, je dirais, c'est, on pourrait dire que, en simplifiant beaucoup, les 2 siècles de la société industrielle, ça a été des siècles de professionnalisation de la production de savoir. Les amateurs se sont trouvés de plus en plus marginalisés dans la production de savoir. Et ce qui se passe depuis 20-30 ans, avec la montée des classes moyennes, avec l'allongement de la durée de vie. On a beaucoup de retraités qui ont un niveau culturel très important et qui s'investissent dans des associations, dans la production de savoir. Et avec les technologies de l'information type Internet, Wikipédia, qui offrent des plateformes pour des rapports plus horizontaux au savoir, finalement, on a un assouplissement de la frontière entre le spécialiste scientifique et les amateurs, et une éventuelle concurrence ou des formes de collaboration qui se jouent entre ces deux types d'identités. J'ai pas mal travaillé sur l'histoire de la recherche agronomique, l'histoire de la génétique végétale, l'amélioration des plantes et la controverse autour des OGM. On pourrait dire que ce débat autour des OGM, ça a été en partie une occasion manquée. Il y a plusieurs leçons de cette controverse OGM. La première, ça consiste à dire, c'est un des rares cas dans l'histoire où jusqu'à présent une mobilisation sociale a vraiment infléchi une trajectoire technologique, au moins à l'échelle française. C'est-à-dire que oui, depuis 15 ans, il n'y a pas d'OGM cultivé à l'échelle commerciale en France. Donc historiquement, c'est un phénomène intéressant où la société civile arrive vraiment à infléchir une trajectoire technologique lourde qui aux États-Unis est déjà relativement dominante, alors que dans le cas du nucléaire, dans les années 70, on avait aussi une très forte mobilisation, mais la logique technologique a passé outre les résistances. Et donc, si on compare ce moment des années 70 avec le moment des années 90-2000, c'est un marqueur de l'évolution des rapports entre État et société civile, qu'on ne peut plus faire accepter à la société ce qu'on lui faisait accepter peut-être 40 ans plus tôt, et que donc il y a des choses qui se sont déplacées dans l'espace public des sciences et des technologies, dans le rapport au progrès, etc. Un deuxième aspect, c'est que le débat autour des OGM, ce n'était pas juste un débat
entre science et société, avec la science d'un côté et la société de l'autre. Une science qui aurait été pro-OGM et puis une société qui aurait été anti-OGM. En fait, à l'intérieur des sciences, les débats étaient très profonds. Et en simplifiant, on pourrait dire qu'il y avait une sous-culture scientifique qui est celle de la biologie moléculaire, qui était un peu plus réductionniste, qui a tendance à concevoir le gène comme un élément d'un Lego ou d'un programme qu'on peut déplacer d'une cellule à une autre, d'un organisme à une autre, et puis ça fonctionne et tout va bien. Et de l'autre côté, on avait des écologues qui eux aussi ont une certaine vision du gène, mais le gène comme un allèle qui circule dans le temps et dans l'espace de l'évolution. Et pour qui un gène, c'est pas juste quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien. Il peut y avoir un gène qui a l'air de rien comme ça, mais qui, une fois passé dans un autre organisme à travers des flux de gènes, va tout à coup remplir une fonction différente et avoir un effet évolutif majeur. Donc une pensée sur des plus grandes échelles, une façon différente de concevoir le gène. Et donc ce qui était intéressant dans cette controverse, c'est que c'était aussi une compétition ou une divergence entre différentes sous-cultures à l'intérieur des sciences. D'une certaine façon, grâce à la critique sociale des OGM, on a eu un pluralisme plus grand à l'intérieur de la biologie par rapport à l'époque de la domination un peu exclusive de la biologie moléculaire dans les années 70-80. Et peut-être le troisième, là c'est un peu plus critique, un troisième constat sur ce qui s'est passé autour des OGM, c'est que finalement, malgré une énorme contestation sociale et qui a réussi à bloquer l'utilisation commerciale des OGM, l'orientation de la recherche elle-même a peu évolué. C'est que malgré tout, la France reste la lanterne rouge en matière de recherche sur l'agriculture biologique, alors que dans les années 70, la France était le premier producteur européen en agriculture bio. C'est seulement tout récent que la recherche commence à s'intéresser à l'agriculture bio. Et ce qui n'a pas changé non plus, c'est que la critique des OGM, c'était aussi une critique du brevet. Une critique du brevet sur le vivant. Et là-dessus, ça n'a pas bougé. Et la contestation sociale n'a pas réussi à faire évoluer ces questions-là, à réfléchir en termes de biens communs, en termes de un peu l'équivalent du logiciel libre, si vous voulez, dans le champ des technologies de l'information. On n'a pas réussi à casser, à affaiblir, à assouplir une appropriation trop forte sur le vivant. Alors, est-ce que le médiateur peut être neutre ? Oui, ça peut être une fonction d'animation du débat démocratique. Pourquoi pas ? En fait, pour savoir l'indépendance, il faut regarder d'où vient l'argent. Donc la question, je ne connais pas d'où viennent les financements des structures de médiation scientifique. C'est essentiellement des pouvoirs publics, des initiatives d'excellence. C'est souvent dans des logiques d'accompagnement de l'innovation scientifique. Et donc, est-ce que c'est vraiment indépendant ? C'est une question qu'on peut se poser. Il y aura un modèle qui serait alternatif à l'idée de médiation scientifique, c'est celui de droit à la contre-expertise citoyenne. C'est de considérer que dans une démocratie vivante, il faut que l'ensemble des positions des différents groupes sociaux puissent avoir un égal accès à l'expertise et au savoir scientifique pour instruire leurs positions, pour explorer les futurs possibles qui correspondent à leurs projets. Il existe des dispositifs de ce type-là au niveau mondial et en France. Au Canada, ça s'appelle les ARUC, Alliances de recherche universités citoyens. Une partie du budget de la recherche est spécifiquement ciblée vers des appels à projets de recherche dans lesquels il doit y avoir un labo universitaire et une association. Ou une structure de quartier, ou un syndicat, ou une collectivité locale. Quelque chose qui représente la société civile. Et en France, dans quelques régions, ça a été lancé en Île-de-France vers 2004, ça s'appelle les PICRI, Programmes, Institutions, Citoyens de Recherche et d'Innovation. Ça correspond ça a peut-être baissé ces dernières années, mais dans les années 2010, c'était à peu près 1 million d'euros chaque année. Ça finançait entre 5 et 10 projets, dans lequel il devait y avoir un laboratoire de recherche et une association pour un projet collaboratif. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est une façon
puisque l'idée de la médiation scientifique, c'est l'idée de porter la bonne parole de la science à la société, hein, d'instiller les germes d'un certain rapport à la rationalité dans la société, qui serait supposée irrationnelle ou ignorante. Il faut perfuser de la rationalité et du goût de la science. D'une certaine façon, ces dispositifs de partenariat, associations, laboratoires de recherche remplissent aussi cette fonction. Parce qu'une association va finalement se retrouver à avoir l'opportunité de collaborer avec des chercheurs, de rentrer dans ce que c'est qu'une démarche de recherche. Ça peut être plus compliqué que ce qu'ils croyaient au début du projet. Et il y a tout un processus d'apprentissage réciproque qui se joue dans ces projets-là. Le scientifique qui pouvait au départ croire que c'était lui qui allait décider, que c'était lui qui savait et qu'il allait diriger le reste de la société, s'aperçoit qu'il a peut-être des choses à apprendre des autres acteurs sociaux et que c'est plutôt un apprentissage collectif qui se joue. Donc voilà, je trouve que ces projets-là font aussi partie, au sens large, de ce qu'on pourrait appeler la médiation scientifique, dans un sens finalement plus ouvert, plus démocratique, et où on pense la question du contre-pouvoir, de la contre-expertise. Et non pas penser uniquement dans quelque chose qui serait unidirectionnel, vertical, la parole scientifique qui descend du haut vers le bas pour éclairer la société. Les médiateurs scientifiques sont dans une crise qui n'est pas propre à la médiation scientifique, qu'on retrouve dans tous les métiers de médiation, le journalisme, dans tous les métiers magistraux, l'enseignement magistral, l'éducation, qui sont profondément questionnés par l'apparition de nouveaux dispositifs horizontaux, participatifs, en réseau, d'apprentissage. Et donc on a un modèle pyramidal qui est un peu questionné par un modèle horizontal de diffusion et de production des savoirs. La médiation scientifique est questionnée tout autant que d'autres types de professions.